En voyant ça, vous dites que le patient, il a un syndrome hémipyramidal spastique. Troisième élément, c'est que vous allez trouver des anomalies des réflexes osteotendineux. D'accord? Des anomalies de réflexes osteotendineux. Ce que vous cherchez, on vous a fait dans le cours de physiologie, les réflexes osteotendineux, qui doivent être normaux et symétriques. Dans l'atteinte pyramidale, on aura deux anomalies possibles. À la phase flasque, c'est-à-dire que si vous avez un syndrome pyramidal d'installation brutale, vous allez voir des réflexes osteotendineux qui sont abolis. D'accord? Vous trouvez des réflexes osteotendineux qui sont abolis. Dans la phase spastique, ça veut dire soit vous avez un syndrome pyramidal d'installation brutale et après 4 semaines, vous allez voir, réexaminer votre patient, on va voir des réflexes qui sont maintenant vifs, diffusés et polycinétiques. On va expliquer c'est quoi vif, diffusé et polycinétique. Soit que d'emblée, parce que vous avez un processus lésionnel progressif, vous allez avoir le syndrome pyramidal spastique avec des réflexes vifs, diffusés et polycinétiques. Un réflexe, il est vif lorsque vous avez une amplitude de réponse qui est exagérée. On va faire la recherche des réflexes bicipital. On n'a pas de... On va faire par exemple une recherche. Je ne sais pas si ça marche parce que j'ai pas ramené mon marteau réflexe. Tu viens. Je n'ai pas ramené mon marteau réflexe. On va essayer de... On va refaire ça la prochaine session. On va rechercher par exemple le plus visible, le réflexe par exemple tricipital. D'accord? Ça, relâche-toi. Non, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Mais normalement, lorsqu'on va rechercher le réflexe tricipital, la patiente, une fois on fait une stimulation, va faire une petite extension. Une petite extension du membre. D'accord? On parle de réflexe vif. C'est quoi? C'est une exagération de l'amplitude de réponse. On fait une stimulation. Le membre va faire une extension plus ample, plus importante chez une personne normale. D'accord? Je pense que c'est très difficile pour vous de reconnaître maintenant l'élément pathologique parce que il faut voir déjà le normal pour par la suite reconnaître le pathologique. Donc, lorsque vous allez passer dans vos stages de neurologie, vous allez voir certainement des malades avec des réflexes normaux, mais vous allez voir des malades avec des réflexes qui sont abolis, mais aussi des malades avec des réflexes qui sont vifs. D'accord? Donc, dans la phase spastique, on fait une stimulation, trouve des réponses qui est exagérée, une extension qui est très importante. Alors que dans l'état normal, trouve une petite réponse comme ça. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un réflexe qui est vif. Par la suite, on dit que le réflexe il est polycinétique. Ça veut dire, on donne une petite stimulation et la réponse elle va être polycinétique. Ça veut dire plusieurs réponses après une seule stimulation. Et parfois, il peut être inépuisable. Parfois, la réponse, elle peut être inépuisable, prendre plusieurs secondes pour s'arrêter. D'accord? C'est ce qu'on appelle polycinétique. Par la suite, on dit qu'il est diffusé. Ça veut dire la zone réflexogène d'un réflexe tricipital est très bien limitée. D'accord? On parle d'un réflexe diffusé lorsqu'on voit la zone réflexogène très étendue. Ça veut dire je peux faire une stimulation à ce niveau-là, ou une stimulation à ce niveau-là, et pourtant avoir la réponse qui est exagérée. D'accord? Je vais essayer de vous ramener des vidéos la semaine prochaine, mais un réflexe vif, polycinétique et diffusé est égal à atteinte pyramidale. Ça ne trompe pas. D'accord? Alors que dans la phase flasque, on a dit que les réponses
sont abolis. Ça veut dire je veux faire une stimulation, j'attends à la petite réponse, la réponse elle est absente. D'accord? Donc merci. Donc pour chaque réflexe, il y a une zone réflexogène. Ça veut dire la zone qu'on va percuter, qui va déclencher le réflexe myotatique. D'accord? La zone bicipitale, pour le réflexe bicipital, c'est une zone bien précise. Le réflexe stylo-radial, par exemple, le stylo-radial, c'est juste au-dessus de la styloïde radiale. D'accord? 1 cm. Par la suite, lorsque vous avez un réflexe qui est vif, je peux percuter à 5 cm ou à 6 cm à ce niveau-là, et pourtant je vais voir la réponse qui est positive. D'accord? Donc le syndrome pyramidal à sa phase flasque, les réflexes sont abolis. À la phase spastique, les réflexes ils sont pathologiques et peuvent être vifs, diffusés et polycinétiques. Mais pas obligatoirement les trois. Ça veut dire chez certains malades, on peut trouver que des réflexes qui sont vifs. Chez d'autres, on peut avoir des réflexes qui sont vifs, diffusés. Chez d'autres, on peut avoir les trois, vifs, diffusés et polycinétiques. À ce stade-là, vous aurez deux problèmes qui posent des diagnostics différentiels. D'accord? Le premier problème, c'est le réflexe aboli à la phase flasque. Parce qu'on va voir par la suite le syndrome neurogène périphérique qui est défini principalement par l'impotence fonctionnelle et par l'abolition des réflexes. D'accord? Le syndrome neurogène périphérique moteur, il va comporter deux éléments, l'impotence fonctionnelle, la même chose que le syndrome pyramidal, et l'abolition des réflexes. Donc vous dites, alors monsieur, comment, face à une impotence fonctionnelle d'installation brutale, faire la distinction entre l'origine pyramidale ou neurogène périphérique? Parce que le système neurogène périphérique, on va demander des examens complémentaires bien particuliers, c'est l'EMG, l'examen électro-neuromyographique. Or, ça c'est une atteinte centrale, c'est plutôt l'IRM ou le scanner. D'accord? Les deux, ils comportent l'impotence fonctionnelle. Les deux, ça veut dire, j'aimerais bien savoir comment vous faites. Ça veut dire, vous écrivez mon discours. Je voulais voir les gens en train d'écrire. On va se dire comment, on va faire la distinction. Les deux, ils comportent l'impotence fonctionnelle. Les deux, ils comportent l'abolition des réflexes. D'accord? On fait la distinction sur deux éléments. La distribution de l'impotence fonctionnelle. Ça veut dire, tout à l'heure, on a dit, si vous avez une hémiplégie, il ne faut jamais réfléchir, si c'est une atteinte centrale, ce n'est pas une atteinte neurogène périphérique. D'accord? Et puis, la présence de ce qu'on appelle le signe de Babinski. On va le décrire tout à l'heure. La présence d'un signe de Babinski traduit, vous permet de faire la distinction entre syndrome neurogène périphérique et syndrome pyramidal à sa phase flasque. Si vous avez un signe de Babinski, c'est une atteinte pyramidale. Si vous avez un signe de Babinski absent, c'est plutôt une atteinte neurogène périphérique. Le niveau de difficulté va devenir plus difficile en vous disant qu'on peut avoir un syndrome, un authentique syndrome pyramidal à sa phase flasque, sans pour autant qu'on trouve un signe de Babinski. Donc ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles pour faire la distinction entre syndrome neurogène périphérique et syndrome pyramidal. Mais ce pourcentage, il est très difficile, il est très petit. Par rapport au nombre de patients, généralement la distinction elle est facile. Pour un certain nombre de patients, la distinction elle est difficile entre syndrome neurogène périphérique et syndrome pyramidal à sa phase flasque. Et dans ce cas-là, avec l'expérience, avec une analyse du mode d'installation, des signes associés, la distribution du déficit, on arrive quand même à trancher entre atteinte neurogène périphérique et atteinte pyramidale. Le deuxième problème, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'on aura deux problèmes à ce niveau-là, donc distinction neurogène périphérique et pyramidale à sa phase flasque. Le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle les personnes neurotoniques, les personnes anxieuses. Ils ont toujours des réflexes qui sont vifs. Ils peuvent être polycinétiques, ils peuvent être diffusés. Les personnes très anxieuses, nerveux,
On les appelle neurotoniques et on trouve chez eux des réflexes qui sont vifs, diffusés et polycinétiques, sans qu'on les considère pathologiques. D'accord? Mais comment vous faites la distinction? C'est l'absence de spasticité, d'accord? Et l'absence d'un signe de Babinski. Ça veut dire, la prochaine fois je vais ramener mon marteau, on peut faire une rangée d'étudiants, et croyez-moi qu'on trouvera au moins 50% des étudiants sont neurotoniques. C'est normal, avec le stress des études médicales, on peut avoir des réflexes qui sont vifs. D'accord? Parce qu'en consultation, lorsque vous allez faire chercher les réflexes, si vous trouvez des réflexes qui sont vifs, diffusés et polycinétiques, il ne faut pas sauter sur le mal et lui dire « Monsieur, tu as une atteinte pyramidale, on va te faire lire. » Non, il faut trouver les autres éléments. Ça veut dire la spasticité et le signe de Babinski. Même si vous trouvez des réflexes qui sont vifs, diffusés, authentiques, ils n'ont aucune valeur pathologique si vous n'avez pas la spasticité, si vous n'avez pas un signe de Babinski. D'accord? Donc, c'est quoi le signe de Babinski? Le signe de Babinski est très simple. Lorsque vous stimulez, ça c'est le pied du malade, gros orteil, ça c'est les orteils. On fait une stimulation par une pointe tranchante, une pointe, un objet pointu. On va stimuler, ça c'est le gros orteil, d'accord? On va stimuler le bord externe du pied en passant du talon vers le gros orteil. D'accord? Ça veut dire, ça c'est le talon, d'accord? On fait une stimulation par le marteau réflexe, une extrémité pointue, d'accord, vers le gros orteil. D'accord? La réponse normale chez une personne normale, c'est la flexion des gros orteils et l'écartement et la flexion des autres orteils. D'accord? On appelle un signe de Babinski, c'est lorsque vous avez une extension. Regardez, les deux, il ne faut pas retenir un seul élément. On va avoir une extension majestueuse du gros orteil, d'accord, avec écartement et flexion des autres orteils. Donc, il faut qu'il y ait une extension du gros orteil, écartement et flexion des autres orteils. C'est ce qu'on appelle un signe de Babinski. Parce que on peut avoir déjà, comme réponse normale, une extension des gros orteils. D'accord? Donc il faut qu'il y ait une extension des gros orteils avec un écartement, une flexion des autres orteils. Donc la présence de signe de Babinski va dans votre diagnostic du syndrome pyramidal. On cherche également le signe de Hoffman. Le signe de Hoffman, c'est lorsque vous stimulez une stimulation rapide sur l'angle du majeur, on n'importe quel doigt, on va avoir qu'une réponse, c'est une flexion du P3 sur P2 des autres doigts. D'accord? Ça vous donne votre diagnostic du syndrome pyramidal. Le dernier élément, c'est qu'on a des réflexes abdominaux. On parle de réflexes cutaneux abdominaux lorsque vous stimulez au niveau péri-ombilical, suivant une ligne directe horizontale de l'intérieur vers l'extérieur, on va avoir comme réponse une flexion, une contracture. Vous voyez qu'il y aura une contracture de la paroi abdominale au rapport avec contraction du muscle droit, grand droit de l'abdomen. Dans les atteintes pyramidales, cette réponse elle est abolie. Quand vous faites par une pointe tranchante une stimulation douce, on n'aurait pas cette contracture de la paroi sous-jacente en rapport avec la contraction du muscle grand droit. D'accord? Donc l'examen clinique vous permet de faire là, de mettre en évidence l'importance fonctionnelle, de chercher la spasticité et de chercher les anomalies des réflexes. Donc avec ça, vous avez votre diagnostic de syndrome pyramidal. D'accord? Ça veut dire que l'étudiant, en fin de l'observation, il va nous dire on retient le diagnostic de syndrome pyramidal. Il doit dire est-ce qu'il est en phase flasque ou en phase spastique. Donc syndrome pyramidal à sa phase flasque. Il doit orienter la topographie en disant syndrome hémipyramidal,
syndrome parapyramidal. Lorsque vous avez une impotence fonction des membres inférieurs, avec une atteinte pyramidale, on parle de syndrome parapyramidal. Il doit parler de syndrome pyramidal intéressant les 4 membres. Il doit parler de syndrome tétrapyramidal. D'accord? Et par la suite, le 3e élément, c'est qu'il doit nous dire en rapport probablement avec une topographie bien particulière. On va voir tout à l'heure les topographies. Donc, en passant aux examens complémentaires. Les examens complémentaires, ils n'ont aucune valeur diagnostique, parce que le diagnostic, il est purement clinique, mais l'imagerie qu'on demandera juste après le diagnostic, c'est une imagerie pour, finalement, retrouver cette lésion qu'on a suspectée à l'étape clinique. Vous, étudiante intelligente, tu as fait le diagnostic de syndrome pyramidal, tu as pensé que c'est une atteinte de la capsule interne, on va faire un scanner ou une IRM pour voir cette lésion-là au niveau de la capsule interne. Moi, je fais le diagnostic d'un syndrome pyramidal, j'ai dit dans mon raisonnement, c'est une atteinte qui est massive de tout le cortex frontal, je fais l'IRM, je m'attends à voir cette lésion-là. Donc l'IRM, il a un but de diagnostic étiologique. Ça veut dire quelle est la cause du syndrome pyramidal.